pour ce troisième épisode, on va accueillir 3 personnes. On va accueillir Achille, Mathilde et Marie-Hélène qui ont été en VIE à Barcelone ou alors qui sont toujours actuellement en VIE à Barcelone. Bienvenue à tous les 3. Hello. Hello. Enchanté. Est-ce que peut-être vous pouvez vous présenter en quelques mots? Carrément. Bonjour à tous. Moi, du coup, je m'appelle Mathilde Panier. Je suis à Barcelone depuis un peu plus d'1 an et demi là maintenant. Je suis arrivée en VIE à Extia Espagna en septembre 2022. J'ai fait un VIE d'1 an. Et là, je suis en CDI du coup depuis septembre 2023, donc depuis 6-7 mois aujourd'hui. Je vais prendre la main. Enchanté, Achille. Moi, ça va bientôt faire 3 ans que je suis à Barcelone. J'ai un peu commencé un petit peu plus tôt avant de faire mon VIE. J'ai commencé mon VIE en mai 2000. Je suis arrivé en 21, du coup, en mai 2022. Et j'arrive bientôt à la fin de mes 2 ans de VIE. En tout cas, à Exia Barcelone, je suis consultant. Donc, consultant back-end, enfin, plutôt dans l'IT, du coup, back-end. Et voilà. Et du coup, pour ma part, bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Kaminski. Du coup, je suis chargée de projet RSE pour Extia. Je travaille chez Extia depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Je suis arrivée chez Extia à Paris en stage, j'ai poursuivi en alternance et puis j'ai commencé mon CDI. Et puis, une petite envie d'international a fait que je suis partie pour Barcelone pour ma première année de VIE. Et là, j'ai quitté après 1 an Barcelone la semaine dernière. Donc, je suis actuellement à Lisbonne où je débute du coup ma 2e année de VIE. Trop bien, merci à tous les 3. Peut-être pour enchaîner un petit peu sur cet épisode VIE, on peut peut-être commencer par toi, Marie-Hélène, car tu as un parcours aussi qui est assez long chez Extia. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de faire un VIE plutôt que d'aller en CDI en local directement en Espagne? Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors, après mes 2 ans et demi d'expérience sur Paris, j'ai voulu donc découvrir un peu l'international, comme je vous l'ai dit. Donc, pour moi, j'allais rester chez Extia parce que j'ai eu une opportunité professionnelle où j'ai pu débuter ma carrière dans la RSE. Et donc, c'est ce que j'aime et ce que j'avais envie de faire. Et pourquoi un VIE plutôt qu'un contrat local? Parce que il y a beaucoup d'avantages que de faire un VIE donc avec son employeur et avec Business France. Donc à la fois, ça va être, je pense, le bon équilibre entre la découverte et l'aventure d'agence internationale et la stabilité que va t'apporter Business France, notamment sur le plan des avantages de rémunération. Le salaire est plutôt intéressant. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là plus tard. Et puis aussi la sécurité dans les démarches administratives parce qu'on est vraiment accompagné de A à Z. En tout cas, c'est ce que je donnerais comme réponse. Super, merci. Est-ce que vous, Mathilde et Achille, c'est également cette envie, ces avantages que l'on a en VIE qui vont vous pousser à partir? Oui, complètement. Vas-y, je prends la main. Ouais. Moi, j'ai oublié de préciser, moi, je suis dans le recrutement, du coup, sur la partie ressources humaines. Moi, quand j'avais commencé à regarder pour partir à l'international, j'avais aussi fait des processus, du coup, pour être en CDI, contrat local. Et pourquoi je m'étais plus tournée via VIE, c'est ce que du coup disait aussi Marie-Hélène. En fait, Business France, c'est un organisme européen. On est vraiment encadré en fait de A à Z. Tout est pris en charge de l'inscription du coup au départ. Du coup, quand on part en fait à l'étranger, Paris, on a une mutuelle qui s'appelle April, qui est une mutuelle à l'international, qui est en fait déjà très bonne assurance, quasi tout est remboursé à 100%. C'est dans toutes les langues aussi. Donc il y avait ce champ médical aussi qui est un peu plus rassurant aussi. Et le fait que ça soit un organisme français, du coup, qui parle notre langue aussi, un peu plus rassurant d'aller s'expatrier avec, du coup, des interlocuteurs qui comprennent ce qu'on attend et qu'on peut appeler aussi rapidement par la suite. Ouais, moi aussi, c'est à peu près, c'est surtout pour ces raisons. Même si au tout début, j'ai commencé en tant que stagiaire, j'étais à Extia, je vais faire mes 3 ans du coup chez Extia. Mais oui, l'épisode du VIE, quand on m'a fait passer à VIE, c'était surtout pour ça. Surtout la sécurité de santé. Parce que bon, aller à l'étranger, on s'en rend pas compte, mais en France, on est vraiment, vraiment chanceux. Donc voilà. C'est bien de le préciser. Le VIE, c'est une expérience bien avantageuse sur beaucoup de points. Et surtout, je crois qu'il faut le faire avant ses 28 ou 29 ans révolus, quelque chose comme ça. Donc c'était le moment aussi dans l'espace de ma carrière de le faire, quoi. La veille de ses 29 ans. Ouais, voilà.
Et du coup, Mathilde, toi, t'as fait qu'un an de VIE ou t'as fait les 2 années? Je sais pas C'est si ça. Non, c'était j'ai fait qu'un an du coup directement. En fait, toute l'équipe du coup recrutement de Barcelone, en fait, on était beaucoup à être arrivés en VIE et il y avait aussi un souhait du groupe d'internaliser un petit peu plus les équipes sur le long terme parce que bah, du coup beaucoup venaient sur un VIE d'un an ou 2 ans et du coup puis s'en allaient parce que du coup je sais pas si la plupart des personnes savent mais un contrat VIE c'est 24 mois maximum qu'on peut renouveler qu'une seule fois et du coup moi c'était un contrat 12 mois renouvelable au final plutôt renouvelé en CDI parce que voilà pour le souhait d'internaliser bah, plus les équipes et aussi d'une façon plus équitable bah, justement aussi sur la partie rémunération avec les autres personnes bah, de l'équipe. Donc j'ai pas été renouvelée mais on m'a proposé du coup un CDI à la place du coup. Ok, bon, on aura l'occasion de toute façon en parler juste après de vos évolutions, notamment bah, à vous trois, parce que vous passez d'un stage, d'un VIE et d'un autre VIE ailleurs dans une autre agence. Donc c'est hyper intéressant aussi pour les participants qui puissent se projeter. Si on reste juste sur l'envie de partir en VIE, pourquoi vous avez choisi l'Espagne? Pourquoi pas un autre pays? Pourquoi aller à Barcelone faire ça? Par exemple, Achille, est-ce que tu avais juste une envie de découvrir le pays? C'était plus la Alors, mission? pour moi, comme je l'ai dit, j'ai commencé en tant que stagiaire. Donc, du coup, c'était à la fin de mon cursus d'école. Je devais trouver une alternance et après stage de fin d'année. J'avais déjà trouvé un stage à l'étranger, mais du coup, qui a rien à voir avec l'Espagne. C'était plutôt en Angleterre, à Londres. Donc, du coup, rien à voir. Et sauf qu'il y a un de mes amis qui travaillait enfin, qui travaille toujours à Extia, mais qui est parti à Extia Paris, qui m'a proposé la petite idée de faire une coloc à Barcelone et de faire notre stage tous ensemble. Donc du coup, le fait de, de partir tout seul à Londres et celui de rejoindre toute une coloc d'amis à Barcelone, bah, le choix a été vite fait. Du coup, c'est surtout pour, pour ça. Bon, après, enfin, j'adore la ville, donc du coup, c'est pour ça que j'y suis resté. Mais au tout début, non, l'Espagne, ça m'avait pas, enfin, c'était pas genre ma priorité. Surtout que j'avais fait allemand dans mon cursus, donc c'est un truc qui n'a rien à voir. On va parler des juste après, justement. Et toi, Ouais. Mathilde? Et moi, pourquoi Barcelone? Alors moi, moi j'ai fait école de commerce en 5 ans. J'avais fait 2 expatriations, une en Pologne à Varsovie et une en Corée du Sud à Séoul. Et en fait, bah, justement après j'étais revenue à Paris pour mes études et me suis retentée vers l'international parce que c'était 2 expériences que j'avais beaucoup aimées. La Pologne, c'était très sympa, mais il faisait un peu trop froid pour moi. Et la Corée, c'était incroyable, super bonne expérience, mais assez frustrante d'être assez loin aussi parce que du coup, bah, pendant un certain temps, on n'a pas vraiment de contact aussi avec sa famille, ses amis. Et du coup, je me suis interrogée un petit peu sur l'Europe. Moi, je m'étais basée dans mes recherches sur Italie, Portugal et Espagne. Espagne en priorité, Barcelone, j'avais déjà été avec mes copines 6-7 ans avant. J'avais beaucoup apprécié la ville. Et en fait, Barcelone, c'est pour moi le bon mix entre, bah, c'est à 1h40 de Paris, les billets d'avion sont pas très chers non plus, il fait beau, on n'est pas trop dépaysé parce que c'est quand même bah, plutôt, bah voilà, c'est l'Europe et c'est assez moderne aussi. J'avais fait espagnol, lycée, collège et école de commerce, donc je me suis dit, bah trop bien, je pourrais m'améliorer aussi sur ça. On en reparlera après, mais voilà. Mais du coup, c'était pour moi le bon compromis de s'expatrier, d'être dans une ville sympa, jeune où il fait beau, tout en ayant la proximité de rester en France. Bah, si demain j'ai une urgence, je peux prendre mon avion vendredi soir et rentrer un dimanche. Enfin voilà, c'était pour moi le bon mix sur tout ça. Donc, question de proximité aussi pour toi importante. Okay. Et toi, Marie-Hélène, pourquoi ne pas avoir choisi d'aller beaucoup plus loin à l'international? J'ai voulu. Dans tous les cas, je voulais rester chez Exia pour mon opportunité professionnelle. Ça, c'était sûr. Fallait le mixer avec une agence à l'international. Donc, moi, j'avais de grandes envies de m'expatrier au Canada, à Montréal. Mais au vu de mon poste, je travaille beaucoup avec les équipes françaises et notamment les équipes support qui sont au siège à Paris. Donc, le décalage horaire aurait été assez compliqué à gérer. Du coup, j'ai regardé dans ce qui était en Europe. Moi, comme Mathilde, j'ai fait 2 échanges pendant ma période scolaire. J'ai fait un échange aux Philippines et un échange en Croatie. Et là, donc, je regardais un petit peu dans les agences qu'on avait à disposition chez Extia. J'avais l'impression que Barcelone, c'était une agence où il y avait beaucoup de vie, vie d'équipe, vie d'agence, etc. Et puis, une des villes européennes avec beaucoup de proximité avec la nature. Donc, on a la plage
qui est vraiment pas loin du tout. Pour les soirées à jouer au volley sur la plage, c'est plutôt pas mal. Et puis la montagne derrière qui est pas si loin non plus. Donc tout naturellement, c'est une bonne première destination pour une première année de VIE, je pense. C'est pas contraignant du coup de travailler avec des équipes françaises et d'être à l'étranger. Il n'y a pas du tout de contraintes par rapport à ça. Donc, quand je me suis expatriée la première fois, c'était un peu les inquiétudes qu'on avait avec ma manager qui est toujours au siège. Mais alors, ça s'est tout à fait déroulé naturellement. De base, à Paris, je travaillais déjà avec les agences. J'avais régulièrement des réunions online. Donc, en vrai, ça se fait plutôt bien. En tout cas, tout se déroule bien depuis 1 an. Donc, et puis, quand il y a des grandes réunions, pareil, Barcelone, Paris, c'est 6 heures de train, donc ça se fait très bien aussi, quoi. Trop bien. Et pareil pour toi, Mathilde, est-ce que, je sais que tu travailles aussi beaucoup avec les équipes en général, en France, en Belgique, autour. Est-ce que c'est pas contraignant, pareil, peut-être les décalages, les visios de manière continue? Comment ça se passe? C'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je travaille principalement pour le Grand Nord, donc Lille, Strasbourg et Bruxelles. Donc, déjà pas trop de décalage horaire sur cette partie-là depuis Barcelone. Et c'est vrai qu'au début, ça fait un peu peur de se dire, en fait, je vais travailler 100% en distanciel, je rencontre pas les personnes en réalité. Mais en fait, avec Stia Hispania, on est quand même, je pense aujourd'hui une agence je crois qu'on est 70 ou 80 personnes à peu près. Donc en fait, même si on travaille en distanciel avec moi les équipes du Nord, j'ai quand même une vie d'agence qui est du coup inscrite aussi avec Stia Hispania. J'ai des bureaux avec des collègues, typiquement à côté de moi. Donc voilà. Donc il y a quand même cette vie d'agence qui est à sa proximité. Donc ça c'est déjà c'est pas comme si on était en 100% de travail depuis chez soi, donc ça c'est favorable. Et du coup, au final, la visio, depuis le Covid, on s'y est tous adaptés, donc au final, ça se passe très bien. En 1 an et demi, je suis quand même, je crois que je suis allée voir 3-4 fois mes équipes du coup sur l'île, et on rentre souvent aussi, pareil que Marie-Hélène, quand on a des réunions, des gros événements du coup sur Paris, on peut être rapidement là, donc au final, ça se fait très bien. Donc pas de souci sur ça. Ok, super, merci à toutes les deux. Est-ce qu'on peut rebondir aussi, Achille, tu nous disais tout à l'heure que tu avais fait allemand. Donc, comment ça se passe au niveau de la barrière de la langue? Est-ce que tu es un peu contraint de parler espagnol ou anglais dans ta journée? Est-ce que non, tu travailles avec des clients français? Comment ça se passe? Alors, pour ce qui est du travail, de temps en temps, peut-être anglais, parce que il y a peut-être 2-3 clients qui doivent être anglais, mais essentiellement, en tout cas, sur toutes les missions que j'ai eues, c'était des clients français, donc du coup, pas de dépaysement, c'est juste, disons que moi j'ai du soleil et eux non, donc c'était plus dans ce sens-là, lors des visios. Après, le travail en visio, on a toujours été habitué dans le travail, enfin, en tout cas, dans le milieu de l'IT, donc que ça soit pendant ma scolarité ou même durant mes stages ou mes autres expériences professionnelles, les réunions, ça a été toujours du coup via Teams ou Google Meet. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour ce qui est de la langue en elle-même, alors à l'agence, je pense qu'on est 50-50, que ce soit de genre espagnol et du coup français. Le seul truc, c'est que l'agence, moi, je l'ai connue, enfin, en tout cas à Barcelone, j'ai été là depuis le tout début, donc du coup, on était 100% français quand on était 7. Donc du coup, quand je suis arrivé en tant que stagiaire et que je me dis, au pire des cas, je parle anglais, ça allait. Mais après, dans la vie de tous les jours, ouais, on se force de temps en temps à parler espagnol et puis même à mettre sur le CV, je pense que c'est pas mal. Mais même si moi j'ai pris pas mal de temps à vouloir apprendre l'espagnol, mais disons que oui, en vrai, c'est en tout cas ici à Exia Barcelone, c'est plutôt du français et à la limite de l'anglais quand on parle avec des consultants espagnols. Et après, dans la vie de tous les jours, si je trouve pas de mots en espagnol, oui, je switch en anglais. Mais sinon, c'est plutôt un beau mélange, je pense. Okay. Et tu sens que tu as progressé ou tu sens pas trop Vu que je partais de 0 en espagnol, je pense que oui, je fais que progresser. Et sinon, oui, je comprends mieux. En tout cas, je comprenais rien au tout début, maintenant ça va. Et puis, puis maintenant, non, ça va, je me débrouille. Voilà. Et vous, les filles, est-ce que vous utilisez plus couramment l'anglais ou l'espagnol?
Moi, du coup, de mon côté, j'avais déjà un niveau d'espagnol, mais on va dire scolaire. Puis en école de commerce, à la fin, je l'utilisais plus trop. Donc, du coup, j'étais arrivée, je pense que je devais avoir un niveau B1, quelque chose comme ça. Là, aujourd'hui, en termes de vocabulaire, c'est plutôt de ce qui est de tous les jours, voilà, restaurant, aller dans la ville, sortir ou ce genre de choses. J'ai quand même amélioré mon écoute. Je pense que je comprends aujourd'hui 80% de ce qu'ils me disent. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et en effet, ici, il y a des Espagnols à peu près 50%. Après, c'est vraiment une volonté de s'y inscrire ou pas. Enfin, moi, je sais que voilà, j'ai plus mes collègues, amis qui sont français. Mais s'il y a vraiment cette volonté d'apprendre l'espagnol, je pense qu'on peut vraiment y arriver aussi de ce côté-là. Moi, mon poste, il est 100% en français depuis la France. Donc, je parle tous les jours français ou anglais, du coup, côté pour la Belgique. Et il y a aussi des cours d'espagnol tous les jeudis, du coup, à l'agence. En fait, c'est vraiment selon la motivation de chacun de comment on se débrouille aussi. Mais sinon, voilà, moi, on m'avait dit aussi au début, ah, mais tu vas être un peu embêté. À Barcelone, on parle catalan, tu vas rien comprendre, même si tu as fait espagnol de base. Au final, ils parlent tous espagnol, sauf les personnes très âgées ou les petits restos, un peu les boui-boui, où ils parlent catalan. Mais on arrive toujours à se débrouiller sur à communiquer avec eux. Et puis, sinon, on switch en anglais. Tous les jeunes aujourd'hui parlent anglais, donc il n'y a pas de souci sur ça. Trop bien. Et du coup, c'est pas forcément un critère de recrutement, la langue? Alors, ça dépend du poste, parce que du coup, moi, par exemple, je suis recruteuse pour la France, donc c'était un poste 100% français. Chine, lui, les consultants. Je pense que pour les consultants, ça dépend du client, parce qu'il y a pas mal de missions en espagnol. Et je pense que vu que l'équipe est en espagnol, même si l'anglais est autorisé, je pense que pour juste une meilleure communication et que ça soit de genre beaucoup plus fluide, l'espagnol est demandé. Mais ça dépend du coup du client et de la mission. Donc, par exemple, pour les postes de business manager, les commerciaux, ici, on attend quand même qu'ils aient un niveau B2, voire C1 en espagnol pour qu'ils puissent en fait prospecter aussi et communiquer avec des clients locaux. Donc, en fait, tout dépend de la flexibilité du poste aussi sur ça. Ok, ça marche. Et toi, Marie-Hélène, vu que c'est un poste quand même à part, du coup en RSE, est-ce que tu communiques aussi avec des personnes sur place en anglais, en espagnol et en français? Parce que du coup, toi, tu as aussi bientôt peut-être le portugais. Donc, comment ça se passe en termes de langue? Pour ma part, je suis un peu dans le même cas du coup qu'Achille. J'ai fait allemand à l'école. Donc, c'était un petit peu un défi pour moi de m'expatrier en Espagne. Mais du coup, l'anglais, ça se passe plutôt bien. Je ne suis pas non plus fluent, mais j'ai un bon niveau. Je sais dialoguer en anglais. Donc ça, c'est assez rassurant. Qu'importe la ville où on va, souvent l'anglais, c'est un peu la langue qui est un peu parlée partout. Et en même temps, c'est un piège parce que du coup, c'est la facilité de se dire, si je trouve pas mes mots en espagnol, je switch directement en anglais parce que c'est ce qui est compris. Donc, j'ai plus l'impression d'avoir eu une expérience internationale qu'une expérience vraiment locale avec les Catalans, etc. Mais ce que j'ai fait pas mal en petits tips en arrivant sur Barcelone pour rencontrer des gens et essayer de parler espagnol, c'est une application qui s'appelle Meetup, donc un petit peu comme les Meetup ici au final. Tu peux rencontrer des gens internationaux ou locaux autour d'activités. Ça peut être simplement de prendre un verre, mais ça peut être aussi jouer au volleyball sur la plage et ça te permet de rencontrer donc des personnes et de pratiquer la langue. Moi, du coup, avec du retour sur mon expérience d'1 an, c'est vraiment les basiques. Donc forcément, je me suis améliorée parce que comme Achille, je partais de 0,00. Mais ça reste les basiques. Par contre, c'est très facile. Enfin, ça vient très très vite la compréhension orale, comme le disait Mathilde. Et après, il faut se lancer dans le bain de pratiquer, de parler, etc. Mais je pense que c'est pas la plus difficile à comprendre. Depuis que je suis arrivée là à Lisbonne, je me rends compte que la compréhension, ça va être très compliqué. Et si on reste du coup là sur ce que tu nous dis par rapport à Meetup qui t'a permis de rencontrer des gens, de pratiquer la langue, comment ça se passe la vie à Barcelone? Est-ce que vous arrivez à bien vous intégrer avec les locaux? Justement, la langue, est-ce que c'est pas finalement, c'est pas une barrière si tu arrives à parler anglais et qu'ils parlent bien anglais? Comment ça se passe la vie en général?
Moi, j'ai l'impression qu'à Barcelone, du coup, avec, je pense qu'il y a beaucoup d'expatriés qui viennent à Barcelone, qu'il y a des soucis aussi dans la ville, que les prix des locations augmentent beaucoup, et qu'au final, nous, avec notre salaire de VIE, on est un salaire beaucoup plus élevé que les locaux. En fait, ça, c'est un vrai souci qui fait que les locaux sont plus à l'extérieur de la ville. Donc, ça, c'est un sujet. Mais moi, du coup, en venant à Barcelone, j'ai fait le choix de rejoindre une coloc internationale. Donc, j'étais avec des Brésiliens, une Anglaise et une Portugaise. Donc, ça permettait du coup déjà d'avoir un cercle de connaissances pour pratiquer la langue, que ce soit espagnol ou anglais. Donc ça, c'est déjà une manière, en plus de Meetup, de pouvoir s'intégrer dans la ville avec d'autres connaissances au-delà des personnes et des collègues de l'agence. Et niveau événements, vous arrivez aussi à trouver des choses facilement. Est-ce que tu as des sites à conseiller autres que meetup.com? Pour les événements? Ouais, si tu veux t'intégrer avec d'autres Ça personnes au dépend niveau ce que vous local. aimez. Si vous aimez sortir et faire la fête, il y a Era Guide qui liste tous les événements pour faire la fête. Il y a des concerts, des festivals, etc. Meetup, c'est vraiment en tout genre, si c'est pour sortir boire un verre ou pour faire du sport sur la plage ou ailleurs. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis après, le mieux, c'est d'aller dans la rue et aller voir les gens directement, j'imagine. Et vous, est-ce que Achille et Mathilde, vous avez la même perception de la vie à Barcelone ou est-ce que vous avez ressenti des choses différentes? Vas-y. Ok. Pour moi, moi je suis plutôt fan de sport, donc du coup j'aime bien sortir, on va dire pratiquer. Du coup ne serait-ce que pour la salle, pour avoir des conseils, donc essentiellement que des Catalans ou des Espagnols, donc du coup au tout début et ensuite ça switch en espagnol. Après pour tout ce qui est inscription aussi de compétition, parce que j'ai une compétition aussi en fin de mois prochain. Donc du coup, oui, la préparation avec plutôt un coach et des potes du coup catalans, on va plutôt appeler ça comme ça. C'est moi j'ai pas eu trop de soucis. Après, je pense que Barcelone c'est plutôt assez ouvert. En vrai, dès qu'il y a des événements, il y a beaucoup d'événements qui se font en plein air. En tout cas, enfin, il fait super beau. Donc du coup, c'est l'occasion de rencontrer énormément de personnes. Donc du coup, en même temps, on discute et au fur et à mesure, ça peut devenir des proches, hein, pour le coup, vraiment des proches. Après, comme l'a dit Marie-Hélène, le fait de se mettre en coloc, je sais que moi, ma copine est en colocation avec une Cubaine et une Croate, ouais. Et du coup, elles ont eu pas mal d'expérience ici en Espagne. Et du coup, elles parlent totalement espagnol. Du coup, juste le fait d'être en colocation avec elle a pu step up sur son niveau en espagnol. Bon, de base, elle avait déjà fait espagnol. Donc, elle avait déjà de bonnes bases. Mais disons que ça aide vraiment pour step up et s'améliorer. Et puis même le fait juste de sortir, écouter, parce que bon, on n'entend que ça, même si de temps en temps on entend des touristes et on a l'impression d'être sur Paris, mais bon, ça c'est mon point de vue. On entend énormément d'espagnol et au fur et à mesure on commence à s'habituer. C'est juste comme l'a dit Marie-Hélène et Mathilde, c'est le fait de pratiquer, vouloir se jeter dans le bain et vouloir pratiquer et communiquer. Sinon, je pense qu'il n'y a pas énormément de barrières là-dessus. En tout cas, c'est nous qui fixons les barrières, si on a. Voilà. Oui, complètement. D'accord avec tout ce qui a été dit. Barcelone, c'est une ville qui est quand même très jeune. Il y a aussi beaucoup d'expatriés, beaucoup de Français. Il y a aussi beaucoup d'Italiens et beaucoup de personnes aussi qui viennent des pays nordiques, genre Copenhague ou Stockholm. Donc, ça fait vraiment une mixité qui est quand même assez prononcée. Donc, parfois, je suis d'accord avec Marie-Hélène, vu que le coût de la vie devient plus cher, les vrais Catalans, les vrais Espagnols, entre guillemets, sont un peu plus loin. Mais par contre, Barcelone, c'est une ville qui bouge énormément. Il fait beau quasi toute l'année, même si c'est pas tout le temps. Et du coup, tous les week-ends, en fait, il y a toujours quelque chose à faire, que ça soit des stands de musique, des stands de livres, que ça soit des choses un peu plus créatives, des marchés. C'est vraiment tout le temps, tous les week-ends, il y a quelque chose à faire. Donc, en fait, même si, on va dire, t'as pas de connaissances sur Barcelone, tu te promènes, tu tombes forcément sur un lieu un petit peu sympa et il y a forcément quelqu'un qui a entre 20 et 30 ans. Donc, si vraiment tu as envie d'y aller, en fait, ils sont assez avenants.
tant que toi, tu essayes, en tout cas sur ça, pas de souci. Enfin, moi, je sors aussi beaucoup et à chaque fois, les Espagnols, les Catalans sont quand même très avenants. Donc, il suffit juste un peu d'y aller et de se motiver, tout simplement. Ok. Vous avez parlé 2 fois du coût de la vie qui était un peu plus élevé qu'avant par rapport aussi aux étrangers qui viennent s'installer. Donc, les locaux sont plus à l'extérieur. Mm. Comment vous faites du coup? Quel est votre niveau de salaire en VIE? Je suppose que normalement en VIE, vous avez tous les trois le même quand vous étiez en VIE, du moins les filles. Quel est le montant? Est-ce que c'est facile de vivre avec le montant que vous avez? Bah déjà, il faut savoir que la grille rémunérative de Business France, en fait, elle dépend pas de la société pour laquelle vous partez. Donc, Extia n'est pas, n'est pas lié à la rémunération de Business France. Business France, vu que c'est un organisme européen, en fait, il y a un centre financier qui calcule à peu près tous les 3 mois la grille rémunérative. Donc, par exemple, moi qui étais en ressources humaines, Marie-Hélène en RSE ou Achille qui était consultant en IT, on était tous sur la même grille de rémunération. C'est ça aussi un des avantages d'être en IT, d'être en VIE, pardon. Parce que qu'on parte en comptabilité, en droit ou en RH, on aura tous la même grille parce que c'est calculé selon le milieu de vie en fait pour le pays où on part, avec une revalorisation pour être plutôt à l'aise financièrement. Donc moi quand j'étais, de toute façon c'était pareil. Quand j'étais rentrée en VIE en septembre 2022, il était à 1 750 € net d'impôts. Et à la fin, en janvier 2023, c'était 2 200. Donc en fait, les grilles rémunératives assez rapidement. Donc voilà, et le VIE est quand même surélevé par rapport au marché local. Donc normalement, avec un VIE, on est censé vivre plutôt aisément. Enfin voilà, il n'y a pas de problème sur ça en général. Et là, du coup, avec les évolutions, Achille, tu n'as peut-être pas le même salaire en VIE? Moi, vu que j'ai commencé en tant que stagiaire, j'avais vu du coup le tout début du VIE qui était à 1006, 1005. Et là, j'arrive à un moment où il dépasse les 2000, donc du coup, j'étais en mode OK. Vu que c'est basé sur le coût de la vie, du coup, à Barcelone, vu que le coût de la vie a fait qu'augmenter, le VIE fait qu'augmenter. Après, comme l'a dit Mathilde, c'est tous les 3 mois, c'est une revalorisation en plus ou en moins. Donc du coup, c'est vraiment, c'est une petite loterie, on va dire. Mais disons que on a plus vu de la hausse que de la baisse. Si je me rappelle bien, c'était peut-être au moment où j'ai commencé mon VIE, c'était à 1006, ça a été augmenté à 1007 et après à un moment ça a vite diminué, mais vraiment très peu, mais il y avait une petite diminution. Mais pour le coup, le VIE, oui, c'est plutôt un truc. On va vraiment pas se mentir entre nous. C'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment on peut vivre très bien à Barcelone, économiser à côté, comme juste profiter. Et oui, non, franchement, un très bon modèle. Puis aussi, je sais pas si tout le monde est au courant, mais un VIE, c'est net d'imposition. Donc, on est ni imposable, en fait, dans le pays pour lequel on part en mission, ni en France. Donc, tout, en fait, rentre en fait, directement sur son compte en banque. Donc, c'est aussi l'avantage de pas faire les démarches dans le pays pour lequel on part et puis ne pas avoir de surprise, on va dire, à la fin de son mois aussi. Mais du coup, on cotise pas pour le chômage. Non, attends. On cotise pour la retraite, mais pas pour le chômage. C'est ça, on cotise pas. Alors le chômage, on peut le mettre en pause depuis pas longtemps. Il suffit en fait d'informer son Pôle emploi qu'on part en mission à l'international pendant une certaine durée pour que ce que vous avez cotisé avant soit mis en pause. Donc si j'avais fait 1 an d'alternance ou 2 ans de CDI, on peut le mettre en pause du coup pour le temps de votre mission et récupérer les droits après. Et la retraite, je crois qu'on cotise un trimestre sur 3, quelque chose comme ça. C'est ça. C'est toujours mieux que rien. Oui. Marie-Hélène, toi, c'était le même montant. Et là, est-ce qu'avec le Portugal, ça change du coup alors moi, je suis arrivée début d'année, l'année dernière, c'était encore à 1700. Et du coup, pendant l'année, ça a bien augmenté, là, 2200, 2300 sur mon départ. Et donc, ouais, c'est ça. Business France, du coup, partage sur leur site une grille de rémunération. Vous pouvez voir tous les pays. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous motiver, ce qu'on peut comprendre, vous pouvez voir la rémunération en ligne en fonction du pays où vous allez. Et pour le coup, le Portugal, c'est un petit peu plus élevé. Là, on est à 2500 € net d'impôts, du coup, donc un petit peu plus encore.
Voilà. Et après, sinon, Mathilde a tout dit. Globalement, c'est un très bon salaire en soi. Je ne me fais pas trop d'inquiétude à se faire pour vivre dans les villes où vous allez rejoindre. Et après, sur le sujet du coût de la vie, de manière générale, je pense que le coût de la vie à Barcelone est un peu plus élevé que dans les autres villes d'Espagne. Mais bon, ça, c'est dû aussi c'est comme la plupart des grandes villes européennes, je dirais. Je pense que ce qui est pour sortir, manger, boire, etc., c'est un petit peu moins cher qu'en France. Et pour l'aspect locatif, donc pour les locations, les colocations, moi, je peux vous dire, ma chambre en colocation, c'était 650 euros par mois. C'est à peu près ça, plutôt central. Donc voilà. On vit vraiment aisément. Donc la chambre en colocation, je sais qu'il y en a même avec ce salaire-là qui ont des locations si jamais ça intéresse certaines personnes. Largement de quoi sortir et en même temps mettre de côté comme Achille le disait. Donc c'est parfait. Et vous, c'est également ce même niveau de loyer en termes de logement à Barcelone? C'est vrai qu'il faut savoir que on va être transparent et on va pas se mentir. Les locations à Barcelone, c'est la grosse bête noire de l'Espagne. Enfin, c'est vraiment pour ça que c'est assez. C'est la seule chose qui est un petit peu compliquée parce que ce que disait Marie-Hélène, aller au resto, boire des coups. Enfin, la vie, elle est quand même beaucoup moins chère qu'en France. Pour revenir de temps en temps les week-ends à Noël, on voit que les coûts ont quand même beaucoup élevé aussi en France. Typiquement, ici, 3 mois de transport, c'est 40 euros. Déjà, pour faire la différence comparée à Paris, où il me semble que c'est 90 euros. Aujourd'hui, la seule bête noire, c'est que les logements, il me semble qu'ils ont pris quasi 25% en 2 ans, en fait, suite au Covid. Et qu'en fait, il n'y a pas de grille, en fait, par mètre carré comparé à la France, où un mètre carré égale le temps, du coup, d'argent en termes de location. Et beaucoup de pays, beaucoup de personnes qui viennent des pays nordiques, les Danois, les Finlandais, qui en fait travaillent en 100% télétravail et en fait ont des salaires danois et en fait achètent des appartements à Barcelone pour avoir la vie un petit peu sud, soleil, et du coup revendent mettre en location des chambres assez chères. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 3-4 ans, honnêtement, on pouvait avoir un bon studio, un bon appart pour 800, 900, allez, 1000 euros à la limite. Aujourd'hui, malheureusement, pour une chambre dans une colocation, parfois dans des colocations de 6, 7, 8 personnes, parfois c'est 700 euros la chambre. Et en fait, les Espagnols savent que ça va partir parce que c'est tellement compliqué de trouver des logements ici. Beaucoup de personnes qui arrivent en Erasmus aussi pour 4, 5 mois, qui, n'ont pas de contraintes sur ces motifs-là pour des périodes de courte durée. Donc aujourd'hui, moi, je pense que une bonne chambre en colocation, on va dire pour une chambre de 2-3 personnes avec au moins une salle de bain, entre 600 et 750, c'est 750 au-dessus, c'est de l'arnaque clairement, mais c'est déjà un bon budget. Et tout seul, honnêtement, si vous voulez un appart bien placé dans Barcelone, 1200, même 1300 sans charge. Donc voilà, il faut quand même prendre en considération qu'aujourd'hui les prix sont assez similaires à des villes de province en France où moi je sais que je payais moins cher mon appart à Paris qu'aujourd'hui. Donc au final, c'est des choses à prendre en considération. Mais le cadre de vie n'est pas le même aussi, donc on fait quand même je sais pas comment expliquer, mais on fait des économies sur d'autres sujets tels les transports, la vie aussi à côté, quoi. Voilà. Ok. La colocation et tout le reste. J'ai fait 2 colocations. Donc du coup, ma première quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, mon appartement était situé à côté de Passeig de Gracia. C'est un peu le Champs-Élysées, mais à Barcelone. On était 4, on était arrivés et on payait un appartement de 150 mètres carrés, 1600, en ayant 2 bonnes chambres chacun. Donc vraiment, quand on était arrivé en tant que stagiaire, on s'est dit on était roi du monde. Vraiment. Et là, je suis aussi bien placé à côté de la Sagrada. J'ai une chambre qui est beaucoup plus petite et je paye à peu près 600 euros avec toutes les charges. Donc j'ai quand même augmenté 200 euros en ayant une plus petite chambre avec les charges. Donc sur 2 ans, et même je crois bien avant, c'était le loyer, c'est vraiment la petite bête noire sur Barcelone. Le problème, c'est pas de trouver, mais c'est de bien trouver. C'est plus dans ce sens. Et de pas prendre quelque chose rapidement. C'est ça. Et bêtement. Ouais, justement, comment
comment trouver et bien trouver? Est-ce que vous avez des sites à conseiller? Alors, On a plein de sites. on a mais, plein de sites. Il y en a un plein qui est très connu, c'est Idealista. Idéaliste. Après, moi, ce que je conseille énormément et que que j'ai commencé à faire pour le deuxième appartement, c'est d'aller directement en agence et du coup de discuter avec les personnes en agence et en fin de compte monter un dossier et dès que l'appartement sort, en fait, on est les premiers à être dessus. Donc du coup, Ok. le gros souci, c'est que généralement les offres sur les sites de location et tout le reste, généralement, c'est des offres qui ont déjà 2-3 jours et 2-3 jours, c'est déjà trop tard à Barcelone. Donc du coup, le mieux à faire, c'est soit, comme je l'ai dit, aller en agence et du coup monter un dossier et la personne, dès qu'elle trouve un appartement qui correspond à nos critères, nous contacte directement et si c'est OK, du coup, on passe devant et c'est incroyable. Et sinon, croiser les doigts et parler avec un professionnel directement, c'est pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que le marché est très tendu, donc moi qui aime bien m'organiser un petit peu avant de m'expatrier, parce que c'est toujours un petit challenge. Avoir l'espoir de trouver une colocation avant d'arriver à Barcelone, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Et après, sinon, en plus des Idealista, Badi, je sais que Mathilde l'a mis dans les commentaires, qui est une autre application qui recense les locations et les colocations. Il y a pas mal de groupes sur Facebook. Souvent, c'est les Français à Barcelone, quelque chose comme ça. Et des expatriés qui s'en vont et qui lâchent du coup leur chambre en coloc ou leur location. C'est quelque chose qui fonctionne bien aussi. Ou alors, ce qui est pas mal aussi, c'est de faire une sous-location. Moi, j'avais fait ça en arrivant. Le premier mois, j'ai fait une sous-location d'1 mois chez 2 Français. Et comme ça permet pendant le mois où tu es en sous-location de pouvoir faire des visites dans les colocations et vraiment te rendre compte. Et comme c'est très tendu, des fois, tu as une annonce, il faut que tu ailles voir le lendemain. Et 2 jours après, en fait, tu as la coloc. Donc, ça te permet d'avoir cette flexibilité-là, quoi. Et il y a c'est aussi ça. de temps en temps des offres Airbnb. Donc du coup, quand on commence en Airbnb, généralement, on peut faire un contrat de longue durée. Et si on peut négocier avec la proprio ou le proprio, du coup, on peut avoir un appartement de qualité Airbnb. Bon. Oui, c'est Vous ça. avez- Mais oui, honnêtement, en fait, limite, faut mieux attendre d'être sur place à Barcelone pour visiter l'appart et vérifier que tout est en norme aussi pour prendre l'appartement parce que il y a aussi beaucoup d'arnaques malheureusement. Donc, vu qu'il y a beaucoup de touristes, donc il faut mieux attendre d'être sur place et visiter. Donc, au début, voilà, payer un petit peu plus cher à un hôtel ou à un Airbnb, mais s'assurer de pouvoir visiter quelque chose aussi en vrai. Et vu que le turnover est énorme en fait aussi à Barcelone, en fait, on visite un appart lundi, vendredi, on emménage dedans. Donc en fait, on ne peut pas prévoir si vous commencez à regarder pour juin, pour septembre, vous trouverez rien directement à Zap. Donc pas s'embêter avec ça au final. Et est-ce que il y a les mêmes conditions un petit peu qu'en France? Par exemple, est-ce qu'on doit laisser une caution? Est-ce que ça doit être en espèces? Est-ce qu'on fait des virements pour payer le loyer? Comment ça se passe? Alors, Vas-y, si tu veux. vas-y. Là, ils essayent quand même, Barcelone essaye quand même d'améliorer aussi sa partie appart. Maintenant, pour les contrats de longue durée, donc les contrats de plus de 12 mois, maintenant, c'est les propriétaires qui payent les frais d'agence. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place en mai 2023, mai dernier. Donc c'est quand même assez avantageux. Moi, j'ai changé d'appart en juillet et au final, c'était un contrat de 5 ans. Donc au final, j'ai même pas payé de frais d'agence, donc ça, c'est plutôt bien. Et après, caution, c'est comme en France, typiquement, généralement 2 loyers. Privilégiez toujours les virements parce qu'au moins vous avez une trace écrite de ce que vous faites. Après, il y a certains apparts parfois qui se payent en liquide, mais voilà, si on peut privilégier le virement, c'est plus simple aussi. Mais généralement, ils vous demandent un contrat du coup CDI ou un contrat de travail, une carte d'identité. Parfois, ils demandent des personnes pour être caution, je sais plus comment, garant, faut être garant. Ouais. Et parfois ils le demandent pas et en général 2 cautions, pour l'appartement. Donc, plutôt classique. Ouais, classique comme en France. Si, c'est surtout de se faire accepter et pas truc. Parce que dès qu'on a le contrat, on est sûr à 100% d'être dans l'appartement. C'est plus le fait lors de la visite et de se présenter et surtout vu qu'on est en VIE, c'est pas réellement un contrat espagnol. Donc du coup généralement ils sont un peu on va dire frileux. Ouais. C'est le mot. Si vous connaissez quelqu'un qui parle espagnol, c'est ça. C'est plus avoir une référence et tout le reste parce que bon
ils sont pas vraiment, on Oui, va c'est dire, sûr. ils ont pas énormément confiance en contrat Mm. français. Même si on l'a traduit, ça reste, d'où les garants. Donc, Oui, c'est ça. c'est surtout pour Enfin, ça. un couple de Français, un couple d'Espagnols, ils vont privilégier le couple d'Espagnols, par exemple. Donc, si vous avez Ok. quelqu'un qui parle espagnol, allez-y avec lui. Merci pour les. Pour être rassurant, tout le monde a un logement aujourd'hui. Oui, Pas, voilà. pas de problème. Si jamais dans les participants, vous avez d'autres questions sur les logements ou sur ce qu'on a dit précédemment, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. On va y répondre dans quelques instants. On arrive bientôt au terme de cet épisode. Si on peut juste rebondir sur quelque chose qu'on a abordé au tout début, sur l'évolution au sein d'Exia Barcelone ou alors au sein d'une autre agence comme Marie-Hélène. Justement, quelles sont les opportunités d'évolution qu'il y a après un VIE? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et vous, qu'est-ce que vous faites actuellement avec cette évolution de carrière? Moi, je peux prendre la main si vous voulez. Moi, je travaille en recrutement interne déjà, donc à savoir que généralement, l'objectif moi, typiquement, voilà, je recrute pas mal de VIE aussi sur Bruxelles. En général, on espère à la fin que déjà, suite à une bonne collaboration des deux parties, il y ait une proposition de CDI. L'objectif, c'est que si on prend le temps de former quelqu'un, aussi c'est donnant et que si la personne se plaît, on aura envie de l'internaliser un maximum sur ça. Donc déjà, en général, proposition de CDI. Extia aussi, on a plus de 22 agences en France à l'international, donc il y a aussi de très belles mobilités qui existent. Je pense à Jeanne qui est en VIE au Canada, là, qui retourne du coup en CDI à Bordeaux, c'est possible. Si vous le demandez, si on en parle du coup avec toutes les parties prenantes, il n'y a pas de souci en général. Moi, du coup, suite à ma première année de VIE, on m'a proposé un CDI, du coup avec une augmentation de poste sur du coup la partie que j'occupais. Avant, je m'occupais de la partie IT Strasbourg et maintenant recrutement interne, donc pour tous les métiers fonction support, RH, business manager pour tout le Grand Nord. Donc plutôt intéressant aussi. Et je sais que si demain j'ai envie, pourquoi pas, d'aller à Paris, à Marseille, je pense que si je le demande et qu'on est content de mon travail, à mon avis, ça sera à discuter des ouvertures de poste, mais je pense qu'il n'y aura pas de barrière sur ça en tout cas. Trop bien, trop cool. Et toi, Marie-Hélène, c'était quoi l'opportunité de saisir un nouveau VIE dans une autre agence ou un nouveau départ ailleurs? Du coup, comme on le disait, je crois en début de présentation, le VIE, c'est 24 mois maximum, renouvelable une seule fois. Donc, au terme de ma première année de VIE à Barcelone, j'ai eu un petit peu le choix de me dire, est-ce que je continue un an de plus ici ou est-ce que j'utilise cette deuxième année avec les avantages qu'on a présentés pour découvrir une nouvelle agence? Moi, j'ai toujours soif un petit peu de découverte, etc. Donc, je suis venue ici pour l'océan et puis aussi parce qu'il y a mon frère qui travaille également chez Extia. Donc, ça me permettait de le rejoindre, donc avoir un petit peu de famille ici au Portugal et puis découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. L'océan, le surf, tout ça, ça a plutôt joué. Et du coup, au terme de l'année qui viendra, ce sera forcément plus un VIE parce que ça, ce sera terminé. Donc, ce sera soit un contrat local, donc à voir si je suis convaincue ici par le Portugal ou si je souhaite revenir à Barcelone ou retourner en France dans l'une des agences d'Extia. On en a pas mal, comme vous a présenté Mathilde. Donc, on va voir. Trop bien. Et en termes de poste de consultant, Achille, toi, est-ce que tu as des perspectives aussi d'évolution derrière en Espagne ou ailleurs? Ou est-ce que à la fin de ta mission en tant que consultant, tu dois rentrer en France chez les clients français? Non, on n'est pas obligé de rentrer chez le client français. On peut rester ici à Barcelone, mais je crois que après je sais pas parce que moi c'est encore loin, mais c'est dans quelques mois. Mais je crois que la grille est déjà posée, donc je sais pas exactement en termes de rémunération, mais je crois que tout le monde est aligné sur le même salaire. On passe tous en contrat local et on peut continuer ici à Barcelone. Après, je pense que ceux qui veulent rentrer peuvent rentrer. Et après, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis si on veut changer d'agence. Je crois qu'il n'y a pas énormément de soucis, c'est juste à demander. C'est ça qui est plutôt cool, c'est que je pense que comme Marie-Hélène qui est partie ici à Lisbonne, je pense qu'il y avait aussi du coup le fait du VIE, mais aussi de changer d'air. Mais je pense que ça soit genre en termes de consultant, je sais pas pour du coup RPO,
Bah, Jeff, typiquement, nous, on avait Ouais, voilà. un ami consorts qui s'appelait Jeff, qui a fait ses 2 ans de VIE ici. Il était chez Keolis, Il du est coup, toujours à en Keolis. mission. Et en fait, il est toujours chez Keolis, mais du coup, avec à Paris. Ça se passait bien, du coup, sur sa mission et chez son client. Il a voulu continuer, rentrer à Paris pour aussi sa famille et puis sa vie en général. Et du coup, il est toujours chez le client, chez Extia, Voilà, donc c'est ça. c'est possible aussi. Trop bien, trop chouette. Bah, merci à tous les trois. Si on peut terminer peut-être sur un dernier point, est-ce que vous auriez un conseil à donner à certains qui se posent des questions pour partir actuellement en VIE en Espagne? Le soleil. Ouais, moi je dirais, vous ne posez pas de questions. Ouais, C'est ouais. incroyable comme ville, c'est facile, tout le monde y arrive, et puis c'est pas très loin si jamais il y a quoi que ce soit pour rentrer aussi. Donc non, allez-y, pas de doute, c'est la meilleure ville d'Europe, clairement. Ouais, c'est vrai. Et toi, Marie-Hélène, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos participants? Non, bah moi je pense que c'est une bonne opportunité que nous offre du coup Business France. Si vous êtes encore dans l'âge pour participer à cette expérience, faites-le. Que ce soit ici à Barcelone, parce que l'Espagne, c'est un peu l'épisode de ce moment, mais même ailleurs, je pense que c'est une super opportunité à prendre une fois dans sa vie. C'est la meilleure manière de découvrir ce que c'est d'être un expatrié, tout en ayant le confort, comme on le disait pendant l'épisode. Donc, c'est un bon équilibre pour se lancer une première fois.